Raphaël, bonjour. Bonjour Vincent. Alors, le quatrième trimestre a été de très bonnes factures pour Sextant PME. Alors effectivement, pour Sextant PME et puis pour les small caps en général, puisqu'on a un indice qui progresse de 8,5% pour le CAC Small. On fait un peu mieux que ça. Et c'est beaucoup mieux que le CAC 40 aussi qui fait plus 5,5. Alors bon, ça ne compense pas le retard. Non, j'avais envie de vous dire, il était temps. Effectivement, parce que ça fait quasiment 2 ans que ça dure. Voilà, donc, alors 2019, on reste en retard avec un CAC Small qui fait plus 15,2 contre plus 26,4 pour le CAC 40. Donc on continue d'accumuler du retard, mais effectivement, on a une petite inflexion au quatrième trimestre. Comment vous expliquez finalement cette sous-performance chronique, on peut le dire, des petites valeurs par rapport aux grandes valeurs ces 2 dernières années? Oui, effectivement, chronique, ça me semble un petit peu fort comme mot parce que quand même sur 10 ans, 20 ans, elle surperforme très largement les large caps. Par contre, cette surperformance très importante, elle ne se fait pas en ligne droite. Sur la période mars 2018, octobre 2019, on a eu 34 points de sous-performance des small caps. De manière générale, on a vu une prime à la taille en fait depuis 2 ans. Plus les indices sont large cap, plus meilleure la performance a été. Et si vous regardez même au sein des indices, donc par exemple au sein du CAC Small, donc les petites valeurs, eh bien les valeurs de plus d'1 milliard en 2019 ont fait plus 34 et les valeurs de moins de 100 millions ont fait moins 9%. Donc des écarts absolument majeurs, même au sein des indices. Or, vous êtes exposé à des valeurs de moins de 1 milliard. Effectivement, c'est une des contraintes de l'éligibilité au PEA-PME. Donc, ce qui explique un peu le retard que vous avez pris en 2019. Absolument. Alors, est-ce qu'on peut espérer tout de même une inflexion de cette tendance à court terme? Alors, sachant qu'au quatrième trimestre, comme on l'a dit, on a eu tout de même un réveil. Voilà, donc il y a un réveil. Cet écart de 34 points, c'est un record en fait sur les 21 dernières années. Enfin, depuis que le CAC Small existe, c'est un record de sous-performance des small caps face au large. On sait qu'il y a des opportunités dans ce marché. Les familles actionnaires des entreprises lancent beaucoup d'OPA sur les sociétés cotées. Et ça, c'est un signe tout de même. C'est un signe qu'effectivement, il y a des affaires à faire. En 2019, il y en a 31. Par contre, il n'y a eu que 8 IPO, par exemple, parce que les familles ou les vendeurs, en tout cas, préfèrent à la bourse le private equity, où là, les multiples de transactions sont très supérieurs. On a un multiple d'EBITDA de 11,4 fois en private equity, contre 8,4 fois seulement sur les valeurs cotées. Alors même qu'on leur reproche l'illiquidité et que le private equity lui-même est par essence très illiquide. Bon, on peut donc espérer que cette sous-performance des small ne se prolonge pas indéfiniment. Dans le portefeuille, finalement, comment vous vous êtes positionné? Vous avez trouvé des idées, finalement, puisque là, on a des valorisations qui paraissent intéressantes. Oui, alors je dirais qu'on a 3 grandes catégories. On a d'abord les valeurs qui, en fait, ont simplement vu une baisse de leur cours, mais dont les chiffres économiques ont été très bons. Voilà, donc simplement les retraits qu'il y a pu y avoir ces 2 dernières années sur les petites valeurs et qui d'ailleurs se tassent, ces retraits se tassent vraiment. On a des opportunités ici. Alors je pense par exemple à Voyageurs du Monde ou à Obey qui n'ont vraiment pas démérité, ou encore à Wavestone. Donc là, c'est tout simplement une compression des multiples intéressante à mettre à profit. Des valeurs pénalisées par les flux. Tout à fait, voilà. Pas par leurs résultats économiques du tout. Alors il y a aussi des valeurs, donc ça c'est plutôt une deuxième catégorie, qui vont très bien, qui sont plutôt proches de leur plus haut historique. Alors c'est les valeurs de croissance, mais c'est aussi certaines zones, par exemple la Suède, où on a un marché de small cap qui est au plus haut. Alors c'est vrai qu'en Suède, on trouve un bon mix rapport qualité-prix avec, et en plus une macroéconomie plutôt saine. On trouve pas mal d'idées là-bas. On a aussi d'excellents managers et très bons en allocation du capital. Alors, on a par exemple une société qui s'appelle Bufab, qui fait de la distribution d'écrous et de vis pour les chaînes de montage, qui apporte beaucoup de valeur ajoutée à ce sujet qui n'est pas critique finalement pour les clients, mais qui leur apporte beaucoup de valeur ajoutée et qui continue d'acquérir des sociétés et de consolider son marché sur des multiples assez faibles et d'y apporter beaucoup d'innovation. Donc ça, c'est une société qui fonctionne très bien. Et puis il y a une troisième catégorie. Donc là, à l'inverse, ce sont plutôt les sociétés cycliques ou perçues comme telles, qui sont délaissées parce qu'on a eu un ralentissement manufacturier assez fort en Europe, en particulier en Allemagne.
Donc là, je pense par exemple à Jacquet Metal ou à Aquel, dont on a déjà pu parler. Hein. C'est des sociétés qu'on a rentrées dans le portefeuille fin 2018 et qui sont toujours proches de leur plus bas, hein, malgré le rebond. On voit des petites inflexions du point de vue des indices manufacturiers. Il semblerait qu'on ait atteint un point bas en termes d'activité manufacturière en fin d'année en Europe. Donc, Toutes ces valeurs pourraient en bénéficier. absolument. Donc, finalement, le message, c'est on a souffert sur les small caps pendant 2 ans, mais on a un tel retard de valorisation qu'il faut s'intéresser de nouveau à la classe d'actifs. Très bien dit. Raphaël, merci. Merci Vincent.